Le 9 août 1157, dans la ville de Roskilde, capitale spirituelle du Danemark, les tables se couvrent de victuailles et les coupes se remplissent de vin. 3 rois, 3 cousins liés par le sang, se réunissent pour célébrer enfin la paix après une décennie de guerre civile qui a déchiré le royaume. Les torches illuminent la grande salle du festin. Les serviteurs vont et viennent avec des plateaux chargés. L'archevêque Eskil bénit ce banquet de réconciliation. Tous sourient, tous trinquent. Mais avant que la nuit ne s'achève, le sol sera couvert de sang, un roi gisera mort, un autre s'enfuira blessé pour sauver sa vie, et le troisième deviendra le traître le plus infâme de l'histoire danoise. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là à Roskilde, il faut remonter 11 ans en arrière, en 1146, quand le roi Éric III l'Agneau décide d'abdiquer. C'est la première fois qu'un roi danois renonce volontairement à sa couronne. Éric n'a pas de fils légitime pour lui succéder. Ce vide au sommet du pouvoir ouvre immédiatement une crise de succession catastrophique. 3 hommes se présentent comme héritiers légitimes du trône. Tous 3 descendent de la lignée royale danoise. Tous 3 peuvent prétendre à la couronne. Tous 3 sont couronnés rois par des factions différentes de la noblesse danoise. Le Danemark se retrouve avec 3 monarques simultanés, chacun régnant sur une partie du territoire, chacun cherchant à éliminer les 2 autres. Le premier s'appelle Sven. Sven III-Grat est le fils illégitime du roi Éric de Zemune. À 21 ans, les nobles de Seeland et de Scanie le proclament roi. Sven a grandi dans l'ombre du pouvoir. Son père, assassiné en 1137, a régné seulement 3 ans. Jeune homme, Sven est envoyé à la cour de l'empereur allemand Conrad III, où il se lie d'amitié avec le neveu de l'empereur, un certain Frédéric, le futur Frédéric Barberousse. Cette connexion allemande deviendra cruciale dans les années à venir. Sven est ambitieux, calculateur, capable de feindre l'amitié tout en préparant la trahison. Le deuxième prétendant s'appelle Knut. Knut Fie Magnussen, petit-fils du roi Niels, est proclamé roi par les magnates du Jutland. Il a 17 ans quand il reçoit sa couronne. Son grand-père Niels a été tué en 1134 et son père Magnus le Fort a assassiné Knud Lavar en 1131. Un meurtre qui hantera toute cette histoire. Knut hérite d'un lourd passé familial, marqué par la violence et la vengeance. Le troisième roi s'appelle Valdemar. Valdemar Ier, fils de ce Knud Lavar, assassiné avant sa naissance, n'a que 15 ans en 1146. Son père était très populaire, un chevalier admirable tué 8 jours avant que sa mère Ingeborg n'accouche. La mère de Valdemar le prénomme d'après son grand-père maternel, Vladimir II Monomaque de Kiev. Valdemar grandit à la cour d'Asser Rig de Fienneslev avec le fils d'Asser, un certain Absalon, qui deviendra son meilleur ami, son conseiller le plus fidèle et un guerrier redoutable. 3 rois pour un seul royaume. La guerre civile devient inévitable. De 1146 à 1157, le Danemark connaît une décennie de conflits incessants. Les alliances se forment et se défont au gré des intérêts. Les batailles se succèdent, le territoire change de main, le peuple souffre. Au début, Sven et Knut se battent pour le contrôle total du royaume. En 1147, ils mettent temporairement leurs différends de côté pour participer ensemble à la croisade contre les Wendes, ces peuples slaves qui menacent les côtes danoises. Mais leur alliance ne dure pas. Lors d'un combat naval, Sven engage les Wendes sans attendre le soutien de Knut. Sven perd son navire amiral. Il accuse Knut de l'avoir abandonné. La guerre civile reprend de plus belle. Valdemar, d'abord, se range aux côtés de Sven. Sven le nomme duc de Schleswig en 1147. Valdemar semble accepter de jouer un rôle secondaire. Mais en réalité, il observe, il apprend, il attend son heure. En 1150, Sven et Valdemar s'allient et défont Knut dans le Jutland. Knut doit fuir en Suède où il trouve refuge chez son beau-père, le roi Sverker. Pendant 3 ans, Knut prépare son retour. Il lève une armée en Suède et en Allemagne. En 1152, la bataille décisive a lieu à Gedebek, près de Viborg. Knut perd encore. Désespéré, il fait appel à l'empereur allemand Frédéric Barberousse, l'ami d'enfance de Sven. L'intervention impériale change tout. Frédéric convoque les 3 rois danois à Merseburg, en Allemagne.
Là, l'empereur confirme les droits de Sven sur la couronne et Sven lui prête serment de fidélité. Les nobles danois commencent à s'inquiéter sérieusement. L'influence allemande sur leur royaume grandit dangereusement. Ils craignent que le Danemark ne devienne un simple vassal de l'Empire. C'est alors que Valdemar change de camp. En 1152, avec l'aide de la puissante famille Wied, il abandonne Sven pour rejoindre Knut. Les deux hommes se proclament co-régents en 1154. Cette alliance entre Valdemar et Knut met Sven en grande difficulté. Les partisans de Sven l'abandonnent les uns après les autres. Même l'archevêque Eskil de Lund, qui soutenait Sven, change de côté. En 1154, Sven doit s'exiler en Allemagne. Pendant 3 ans, Sven disparaît de la scène danoise. Il séjourne chez son ami Frédéric Barberousse, maintenant empereur du Saint-Empire. Il prépare minutieusement son retour. En 1157, Sven revient au Danemark avec le soutien du duc Henri le Lion de Saxe, le plus puissant prince allemand. La noblesse danoise en a assez. 10 ans de guerre civile ont ruiné le pays. Les villages brûlent, les récoltes pourrissent dans les champs, le commerce s'effondre. Les raids des Wendes se multiplient sur les côtes sans défense. Les magnates pressent les 3 rois de trouver un accord. Ils menacent de retirer leur soutien si la guerre continue. Sous cette pression, les 3 cousins acceptent de négocier. Ils se rencontrent d'abord à Lolland, où ils signent un traité préliminaire. Puis ils décident du partage définitif du royaume. Sven prendra le Jutland, Knut régnera sur la Seeland et Valdemar conservera son duché. Un compromis fragile, mais un compromis quand même. Pour sceller cet accord, les 3 rois organisent un grand banquet de réconciliation. Le lieu choisi est Roskilde, la capitale spirituelle du Danemark, siège de l'évêché le plus important du royaume. La date est fixée au 9 août 1157. Ce festin doit marquer le début d'une nouvelle ère de paix et de coopération. Mais Sven a d'autres projets. Les chroniques de l'époque, notamment celle de Saxo Grammaticus qui recueillit les témoignages d'Absalon, révèlent que le festin de Roskilde n'était pas ce qu'il semblait être. Sven n'avait jamais eu l'intention d'honorer le traité de partage. Pour lui, ce banquet représentait l'occasion parfaite d'éliminer ses 2 rivaux en une seule soirée. Les préparatifs du complot commencent bien avant le 9 août. Sven choisit soigneusement ses hommes de confiance. Parmi eux se trouve un guerrier nommé Detlev. Cet homme reçoit des instructions précises. Il doit attendre le signal de Sven, puis assassiner Knut et Valdemar pendant le festin. Detlev est un soldat expérimenté, loyal à Sven, prêt à tuer pour son roi. Knut, lui, se méfie. Il n'a jamais vraiment cru en la sincérité de Sven. Plusieurs fois avant le banquet, il exprime ses doutes à Valdemar. Mais Valdemar, dans sa jeunesse et peut-être dans sa naïveté, veut croire que la paix est possible. Valdemar a 26 ans. Il rêve de reconstruire le Danemark, de mettre fin aux souffrances de son peuple. Il convainc Knut d'assister au festin malgré ses réticences. C'est une erreur qui coûtera la vie à Knut. Le 9 août, les 3 rois arrivent à Roskilde avec leurs suites respectives. La ville grouille de nobles, de soldats, de serviteurs. L'atmosphère devrait être festive, mais une tension sous-jacente parcourt les rues. Les hommes de Sven observent attentivement les mouvements de Knut et Valdemar. Les gardes de Knut scrutent les visages inconnus avec suspicion. Dans la grande salle du festin, les tables sont dressées somptueusement. Le Danemark au XIIe siècle n'est pas un royaume pauvre. Roskilde, ancienne capitale viking, possède des ressources considérables. Les cuisines ont préparé des sangliers rôtis, des poissons pêchés dans le fjord, du pain frais, des fromages affinés. Les tonneaux de bière et de vin importés sont alignés contre les murs. Les torches et les candélabres illuminent la salle d'une lumière dorée qui fait scintiller les armes et les bijoux des convives. L'archevêque Eskil préside la cérémonie. À 75 ans, Eskil est une figure majeure de l'Église scandinave. Il a navigué entre les factions pendant toute la guerre civile, soutenant tantôt l'un, tantôt l'autre. Maintenant, il bénit ce banquet avec solennité, priant pour que la paix dure. Il ne sait pas qu'il assiste aux dernières heures de cette paix illusoire. Les 3 rois prennent place. Sven sourit, lève sa coupe, propose des toasts à la réconciliation et à la prospérité future du Danemark. Knut répond poliment, mais reste tendu.
Valdemar, assis entre ses deux cousins, tente de détendre l'atmosphère avec des paroles amicales. Autour d'eux, les nobles mangent, boivent, rinent. La soirée semble se dérouler normalement. Detlev circule dans la salle. Il s'approche de Knut à plusieurs reprises, engage des conversations banales, essaie de le mettre en confiance. Knut répond brièvement, gardant ses distances. Absalon, le fidèle compagnon de Valdemar, observe la scène. Quelque chose ne va pas. Il ressent un danger imminent, mais ne peut pas identifier sa source exacte. Les heures passent, le vin coule à flot. Les convives deviennent plus bruyants, plus détendus. C'est exactement ce que Sven attend. À un moment précis de la soirée, Sven se lève et quitte discrètement la salle sous un prétexte quelconque. Son départ passe presque inaperçu dans le brouhaha général. C'est le signal que Detlev attendait. Quelques instants après que Sven a quitté la salle, l'attaque commence. Detlev se jette sur Knut avec une rapidité brutale. Il a attendu ce moment toute la soirée. Sa dague brille dans la lumière des torches avant de s'enfoncer dans le corps du roi. Knut n'a pas le temps de réagir. La lame le frappe au ventre, puis à la gorge. Le sang jaillit, éclaboussant la table, les plats, le visage des convives les plus proches. Knut s'effondre, les mains tentant vainement d'arrêter l'hémorragie. Ses yeux expriment plus de la résignation que de la surprise. Il savait. Il avait toujours su que Sven le trahirait. Et maintenant, ses craintes se réalisent. La grande salle explose en chaos. Les cris retentissent de toutes parts. Les gardes de Knut se précipitent vers leur roi mourant, mais il est déjà trop tard. D'autres hommes de Sven sortent leurs armes. Le festin de paix se transforme en champ de bataille. Valdemar comprend immédiatement ce qui se passe. Sven l'a trompé. Tous ses discours sur la réconciliation, toutes ses promesses de paix n'étaient qu'un piège élaboré. Et maintenant, il est la prochaine cible. Les assassins se tournent vers lui. Absalon réagit le premier. Il se jette devant Valdemar, son ami d'enfance, son frère d'armes. Absalon n'est pas seulement un ecclésiastique, c'est aussi un guerrier formidable. Il a grandi en maniant l'épée autant que la croix. Ses réflexes sont aiguisés par des années d'entraînement. Il bloque un coup de dague visant Valdemar, repousse un assaillant d'un coup de poing. Valdemar sait qu'il doit fuir. Rester dans cette salle signifie une mort certaine. Les hommes de Sven sont trop nombreux. Lui et Absalon sont piégés au milieu d'ennemis. Il regarde autour de lui, cherchant désespérément une issue. Les grands candélabres, ces énormes structures de métal qui éclairent la salle. Valdemar se précipite vers le plus proche et le renverse de toutes ses forces. Le candélabre s'écrase au sol dans un fracas métallique. Les bougies tombent, leurs flammes touchent les nappes, les tentures, la paille qui jonche le sol. Le feu se propage rapidement. La confusion s'intensifie. Les convives paniqués se bousculent vers les sorties. La fumée envahit la salle. Les flammes montent vers le plafond en bois. Dans ce chaos, Valdemar trouve sa chance. Il fonce vers une porte latérale, Absalon sur ses talons. Detlev aperçoit Valdemar qui s'échappe. Il se lance à sa poursuite, son épée levée. Il rattrape presque le jeune roi. Sa lame s'abat, entaille profondément la jambe de Valdemar. Le sang coule, la douleur est atroce, mais Valdemar ne s'arrête pas. Il claudique, s'appuie sur Absalon, continue à courir. Ils traversent des couloirs sombres, dévalent des escaliers, sortent enfin à l'air libre. La nuit d'août est chaude. Derrière eux, le bâtiment du festin flambe, les cris résonnent encore. Valdemar et Absalon ne s'arrêtent pas. Ils trouvent des chevaux, montent malgré la blessure de Valdemar et galopent dans l'obscurité. Leur destination est le Jutland, le fief de Valdemar, là où ses partisans l'attendent. Mais le trajet sera long et périlleux. Valdemar perd du sang. La plaie à sa jambe est sérieuse. Absalon déchire sa propre tunique pour faire un bandage de fortune. Il chevauche de toute la nuit, s'arrêtant seulement quand les chevaux ne peuvent plus continuer. À Roskilde, les flammes finissent par s'éteindre. Les serviteurs découvrent le corps de Knut au milieu des décombres. Le roi a 32 ans. Il laisse une veuve, Hélène, fille du roi Sverker de Suède, et une fille. Son corps sera enterré à Roskilde, non loin du lieu de son assassinat. Sven, lui, est introuvable. Il a quitté Roskilde immédiatement après l'attaque. Son plan a partiellement réussi. Knut est mort,
Mais Valdemar s'est échappé, et cette échappée va se révéler fatale pour Sven. Les nouvelles du massacre de Roskilde se répandent comme un feu de forêt à travers tout le Danemark. La réaction est unanime et violente. La noblesse danoise, le clergé, le peuple, tous sont révoltés par la trahison de Sven. Organiser un festin de paix pour y assassiner ses propres cousins dépasse toutes les limites de la décence médiévale. Même dans une époque habituée à la violence, cet acte choque profondément. Valdemar arrive au Jutland, blessé mais vivant. Quand les gens apprennent ce qui s'est passé, ils affluent sous sa bannière. Les nobles qui hésitaient encore prennent position. Les paysans offrent leurs fils pour l'armée. Les marchands fournissent des provisions. En quelques jours, Valdemar rassemble une force considérable. Sven, de son côté, réalise rapidement que son plan a échoué. Tuer Knut seul ne suffit pas. Tant que Valdemar vit, Sven ne sera jamais accepté comme roi légitime. Il doit agir vite avant que Valdemar ne devienne trop puissant. Sven débarque avec son armée à Grenå, à l'embouchure de la rivière Djursa. Sa flotte est impressionnante, renforcée par des navires allemands fournis par son allié Henri le Lion. Mais Valdemar a appris la ruse pendant toutes ces années de guerre civile. Il envoie des hommes qui sabotent et brûlent la flotte de Sven pendant la nuit. Les navires coulent ou deviennent inutilisables. Sven perd sa voie de retraite. Sven marche alors vers Randers avec son armée terrestre. Valdemar se positionne de l'autre côté de la rivière Gudenaa et détruit le pont. Pendant plusieurs semaines, les deux armées se font face, séparées par l'eau. Sven cherche un gué pour traverser. Valdemar le harcèle avec des raids de cavalerie. Fin septembre, Valdemar estime que le moment est venu. Son armée est maintenant plus nombreuse et mieux équipée que celle de Sven. Les renforts continuent d'arriver. Les paysans danois se souviennent que le père de Valdemar, Knud Lavard, était un homme aimé du peuple. Ils veulent venger son fils. Le 23 octobre 1157, les deux armées se rencontrent enfin sur la lande de Grath, près de Viborg. C'est une étendue plate et désolée, parsemée de bruyères et de zones marécageuses. Le terrain est difficile, glissant par endroits. La météo est mauvaise, avec un vent froid et une pluie intermittente. Sven dispose ses troupes en formation défensive. Il compte sur la discipline de ses guerriers allemands. Mais il commet une erreur tactique majeure. Il ne parvient pas à localiser le corps principal de l'armée de Valdemar. Il pense que Valdemar l'attaquera de front depuis le nord. En réalité, Valdemar a divisé ses forces et prépare une attaque surprise sur le flanc. Quand l'assaut commence, il est dévastateur. Les troupes de Valdemar frappent le flanc droit de l'armée de Sven avec une violence inattendue. Les lignes de Sven se brisent immédiatement. Les soldats paniquent. La formation se désintègre. Sven comprend que la bataille est perdue. Il n'a aucune chance de renverser la situation. Sa seule option est la fuite. Il éperonne son cheval et galope vers l'arrière, abandonnant ses hommes à leur sort. Mais le destin a d'autres plans. Le cheval de Sven s'aventure dans une zone marécageuse. Les sabots s'enfoncent dans la boue. L'animal panique, se débat, s'enfonce davantage. Sven essaie de descendre, mais ses lourdes armes et son armure le ralentissent. Il est coincé dans le marais, vulnérable. Un groupe de paysans locaux aperçoit le roi en détresse. Ces hommes n'appartiennent à aucune armée. Ce sont simplement des villageois qui vivent près du champ de bataille. Peut-être ont-ils perdu des proches dans la guerre civile. Peut-être veulent-ils simplement piller un noble. Ou peut-être reconnaissent-ils Sven comme le traître de Roskilde. Ils s'approchent de Sven enlisé dans la vase. Sven tente de négocier, leur promet de l'or, leur ordonne de l'aider. Les paysans ne l'écoutent pas. L'un d'eux brandit une simple hache de bûcheron. Il la lève et l'abat sur le crâne de Sven. Le roi de Danemark, celui qui a organisé le festin de sang de Roskilde, meurt sous les coups d'un paysan anonyme dans un marais boueux. Son corps sera retrouvé plus tard, dépouillé de ses armes et bijoux. Il sera enterré sur place et une petite chapelle sera construite pour marquer l'endroit. En 1536, après la réforme protestante, cette chapelle sera démolie et ses pierres serviront à construire une ferme voisine. Après sa mort, Sven recevra le surnom de Grath, du nom de la lande où il a perdu la couronne et la vie. Ce surnom restera attaché à lui dans l'histoire comme un rappel permanent de sa trahison et de sa fin misérable.
Avec la mort de Sven, Valdemar devient le seul roi du Danemark. Il a 26 ans. Il a survécu à une décennie de guerre civile. Il a échappé à une tentative d'assassinat. Il a vaincu son ennemi juré sur le champ de bataille. Maintenant commence le véritable défi. Reconstruire un royaume brisé. Valdemar ne perd pas de temps. Dès son retour à Roskilde, il nomme Absalon évêque de la ville en 1158. Ce choix est stratégique autant que personnel. Absalon n'est pas seulement l'ami d'enfance de Valdemar, c'est un homme exceptionnel qui combine les talents d'un administrateur, d'un guerrier et d'un diplomate. Absalon deviendra le conseiller principal de Valdemar et jouera un rôle crucial dans la renaissance du Danemark. Le royaume que Valdemar hérite est dans un état catastrophique. 10 ans de guerre civile ont détruit l'économie. Les villages sont abandonnés. Les champs ne sont plus cultivés. Les routes sont dangereuses. Les pirates Wends profitent du chaos pour intensifier leurs raids sur les côtes danoises, pillant et brûlant tout sur leur passage. Valdemar s'attaque à ces problèmes méthodiquement. D'abord, il réorganise l'administration royale. Il nomme des hommes compétents et loyaux aux postes clés. Il établit des lois écrites pour remplacer le chaos des coutumes locales contradictoires. Les lois de Scanie et de Seeland qu'il promulgue resteront en vigueur pendant des siècles. Ensuite, Valdemar reconstruit l'armée. Il fortifie le Dannevirke, cette ligne défensive au sud du Jutland qui protège le royaume des invasions terrestres. Il développe une puissante marine de guerre pour contrer les Red Wend. Les navires danois, héritiers de la tradition viking, redeviennent une force redoutable sur la mer Baltique. La politique religieuse de Valdemar mérite une attention particulière. Au début de son règne, il soutient l'antipape Victor IV, candidat de l'empereur Frédéric Barberousse, contre le pape légitime Alexandre III. Cette décision force l'archevêque Eskil à choisir l'exil plutôt que de trahir le vrai pape. Mais vers 1165, Valdemar change de position. Il reconnaît Alexandre III, ce qui permet à Eskil de rentrer au Danemark. Ce revirement a des conséquences importantes. En échange du soutien de Valdemar, le pape Alexandre confirme la canonisation de Knud Lavard, le père de Valdemar. Cette reconnaissance posthume élève la famille de Valdemar à un statut quasi sacré. Valdemar exploite habilement cette canonisation pour légitimer sa dynastie. En 1170, lors d'une cérémonie grandiose à Ringsted en présence de l'archevêque Eskil, de l'évêque d'Oslo et de l'archevêque d'Uppsala, Valdemar fait couronner son fils Knut VI comme roi associé. C'est un coup de maître politique. En établissant la succession héréditaire de son vivant, Valdemar évite le risque d'une nouvelle guerre civile à sa mort. Il brise le cycle de violence qui a marqué les successions danoises depuis des générations. Mais l'œuvre la plus importante de Valdemar reste sa croisade contre les peuples slaves païens de la Baltique. Cette campagne militaire et religieuse transformera le Danemark en puissance régionale dominante. Les Wendes, ces tribus slaves établies sur les côtes sud de la Baltique, terrorisent le Danemark depuis des décennies. Leurs navires rapides attaquent les villages côtiers danois, capturent des esclaves, brûlent les églises. Pendant la guerre civile, quand les 3 rois danois se combattaient, les Wendes ont eu carte blanche pour leurs raids. Maintenant que Valdemar contrôle un royaume unifié, il peut enfin riposter. La campagne commence en 1158. Valdemar conclut un accord avec Henri le Lion, duc de Saxe, le même qui avait soutenu Sven Grat. Les 2 hommes mettent leurs différends de côté pour une cause commune. Henri attaquera les Wendes par terre, Valdemar par mer. En échange, Valdemar paie à Henri un subside de 1000 marks d'argent. Les premières expéditions sont des raids punitifs. Les navires danois traversent la Baltique, brûlent les villages Wend, détruisent leurs navires. Mais Valdemar ne cherche pas seulement la vengeance. Il veut conquérir et christianiser ces territoires de manière permanente. L'objectif principal devient l'île de Rügen, centre spirituel du paganisme Wende. Sur cette île se dresse le temple d'Arkona, où les Slaves vénèrent Svantevit, leur dieu principal. La statue de Svantevit, haute de plusieurs mètres, possède 4 visages regardant dans toutes les directions. Le temple abrite des trésors considérables accumulés par des siècles de pillages et d'offrandes. En 1168, après plusieurs campagnes préliminaires, Valdemar lance l'assaut final contre Rügen.
la flotte danoise débarque sur l'île avec une armée nombreuse. Absalon, maintenant évêque de Roskilde, commande une partie des troupes. Oui, l'évêque guerrier combat en personne, l'épée à la main. Les défenseurs de Rügen résistent farouchement. Le temple d'Arcona est fortifié, entouré de palissades massives. Mais la détermination danoise est plus forte. Après un siège intense, les Danois prennent le temple. Valdemar ordonne la destruction de la statue de Svantevit. Les soldats abattent l'idole païenne, la brisent en morceaux, brûlent les fragments. La chute d'Arcona marque un tournant décisif. Les tribus Wendes se soumettent les unes après les autres. Elles acceptent le baptême chrétien et reconnaissent la suzeraineté de Valdemar. L'île de Rügen est intégrée au diocèse de Roskilde, plaçant Absalon comme autorité spirituelle directe sur ces nouveaux convertis. Cette conquête n'est pas seulement militaire et religieuse, elle est aussi économique. Les territoires conquis doivent payer tribut au roi danois. Les princes locaux peuvent conserver leurs titres, mais doivent fournir des troupes pour les guerres du Danemark. Le commerce baltique passe maintenant sous contrôle danois. Les navires marchands peuvent naviguer en sécurité, ce qui enrichit le trésor royal par les taxes douanières. Valdemar doit cependant partager ses conquêtes avec Henri le Lion. Les deux hommes négocient un accord en 1171. Henri reçoit la moitié du butin pris à Rügen et la moitié des impôts futurs. Une union matrimoniale scelle l'alliance. Gertrude, fille d'Henri, épousera le fils de Valdemar. Mais cette alliance ne durera pas éternellement. En 1180, Henri le Lion entre en conflit avec l'empereur Frédéric Barberousse et perd tous ses territoires. Valdemar en profite pour renégocier son propre statut vis-à-vis de l'Empire. En juillet 1181, il signe un traité avec Frédéric où il est traité pratiquement d'égal à égal. Une de ses filles épousera le fils de l'empereur. Le Danemark n'est plus un vassal subordonné, mais un partenaire respecté. Le 12 mai 1182, Valdemar meurt à l'âge de 51 ans. Il règne depuis 25 ans, exactement la durée de la guerre civile qu'il a endurée dans sa jeunesse. Il est enterré à Ringsted, près de son père Knud Lavard, dont la canonisation a légitimé sa dynastie. Son fils Knut VI lui succède sans opposition. Pour la première fois depuis des générations, la succession se passe pacifiquement. C'est peut-être l'accomplissement le plus remarquable de Valdemar. Il a brisé le cycle de violence qui caractérisait les successions royales danoises. Mais en réalité, c'est Absalon qui dirige le pays. Devenu archevêque de Lund en 1177, Absalon reste le véritable pouvoir derrière le trône jusqu'à sa mort en 1201. Il continue les politiques de Valdemar, développe le commerce, construit des forteresses, encourage les arts et l'éducation. L'œuvre d'Absalon inclut la fondation de Copenhague. Sur le site d'un village de pêcheurs appelé Havn, il construit un château fortifié pour protéger le détroit de Øresund contre les pirates. Ce château deviendra le noyau de la future capitale danoise. Absalon encourage aussi le chroniqueur Saxo Grammaticus à écrire l'histoire du Danemark, la fameuse Gesta Danorum, qui préservera pour la postérité le récit du festin de sang de Roskilde. Les fils de Valdemar, Knut VI puis Valdemar II dit le Victorieux, poursuivront l'expansion danoise. Sous Valdemar II, le Danemark atteindra son apogée territorial, contrôlant l'Estonie, une grande partie de la Poméranie et dominant toute la Baltique. Les historiens appelleront cette période l'ère des Valdemar, un âge d'or danois qui trouve ses racines dans la victoire de Valdemar Ier sur ses rivaux. Mais tout commence vraiment cette nuit du 9 août 1157 à Roskilde. Cette nuit où Svengrat trahit ses cousins lors d'un festin de paix. Cette nuit où Knut meurt assassiné à table. Cette nuit où Valdemar échappe de justesse à la mort. Sans cette trahison, sans cette fuite héroïque, sans cette soif de vengeance qui en résulte, l'histoire du Danemark aurait été complètement différente. Le festin de sang de Roskilde reste dans la mémoire collective danoise comme le symbole ultime de la trahison. Svengrat devient dans les chroniques médiévales l'archétype du roi perfide, celui qui rompt les règles sacrées de l'hospitalité et de la parenté. Son nom est maudit, sa mémoire est flétrie. En revanche, Valdemar entre dans l'histoire comme le Grand, le roi qui a sauvé le Danemark du chaos.
Sa survie lors du festin sanglant acquiert des dimensions presque miraculeuses dans les récits postérieurs. Dieu lui-même aurait protégé le juste contre le traître. La divine providence aurait permis à Valdemar d'échapper pour accomplir sa destinée. Que nous apprend le festin de sang de Roskilde sur le Moyen-Âge scandinave et sur la nature humaine en général? D'abord, cet événement révèle la fragilité des institutions politiques médiévales. Le Danemark du XIIe siècle ne possède pas de règles claires de succession. Quand un roi meurt sans héritier évident, le chaos s'installe. 3 hommes peuvent légitimement prétendre au trône et aucun mécanisme pacifique n'existe pour trancher entre eux. La guerre civile devient inévitable. Ensuite, l'histoire montre l'importance cruciale de la loyauté personnelle dans les structures de pouvoir médiévales. Valdemar survit et triomphe parce qu'il s'entoure d'hommes comme Absalon qui lui sont fidèles jusqu'à la mort. Sven échoue parce que sa trahison le prive du soutien de la noblesse. Dans une société où les institutions formelles sont faibles, les liens personnels de confiance et d'honneur deviennent le ciment qui maintient le système ensemble. Le festin illustre également le code moral médiéval et ses contradictions. Trahir un hôte pendant un banquet est considéré comme l'un des crimes les plus odieux. L'hospitalité est sacrée dans la culture nordique, héritière des traditions vikings. Violer cette règle place Sven au-delà de toute rédemption possible. Pourtant, cette même société accepte la vengeance sanglante comme réponse légitime. Valdemar ne cherche pas un procès ou une réconciliation. Il veut la tête de Sven, et personne ne trouve cela répréhensible. On observe aussi le rôle ambivalent de l'Église. L'archevêque Eskil bénit le festin, mais il ne peut empêcher le massacre. Absalon est évêque, mais il combat avec l'épée autant qu'avec la croix. Valdemar soutient d'abord un antipape pour des raisons politiques avant de changer de camp. La religion au Moyen Âge est inséparable du pouvoir politique, utilisé pour légitimer les dynasties et sanctifier les conquêtes militaires. L'intervention étrangère, principalement allemande, joue un rôle déterminant. Sven compte sur l'appui de l'empereur Frédéric Barberousse. Knut fait appel à ce même empereur. Henri le Lion fournit des troupes et des navires. Le Danemark du XIIe siècle ne peut pas se comprendre isolément. Il s'insère dans un réseau complexe d'alliances et de rivalités qui s'étend à travers toute l'Europe du Nord. Enfin, l'histoire démontre comment un seul événement traumatique peut catalyser des changements profonds. Le massacre de Roskilde galvanise les partisans de Valdemar et isole Sven. Sans cette trahison spectaculaire, la guerre civile aurait pu continuer encore des années. La trahison de Sven crée le consensus nécessaire pour unifier le royaume sous Valdemar. Des siècles après les événements, le festin de sang de Roskilde continue de fasciner. Les historiens débattent des détails, les romanciers s'en inspirent, les artistes le représentent. Dans la ville de Roskilde elle-même, la cathédrale où sont enterrés les rois danois préserve la mémoire de ces événements. On peut y voir les tombeaux de Valdemar Ier et de ses descendants. La ville moderne, située à 30 km de Copenhague, reste fière de son passé comme ancienne capitale. Le musée des navires vikings expose des dracars récupérés dans le fjord, témoins de l'époque où Roskilde contrôlait le commerce baltique. Sur la lande de Grath, un monument marque le lieu où Sven est mort. Thor l'Ange a érigé une croix de pierre au XXe siècle pour commémorer la bataille. Des touristes visitent le site, tentant de visualiser le champ de bataille médiéval sous la lande moderne. Saxo Grammaticus, le chroniqueur dont les écrits préservent les détails les plus vivants du festin, nous a laissé un récit clairement partial. Il écrit sous le patronage des descendants de Valdemar. Son objectif est de glorifier la dynastie. Sven doit donc être le méchant absolu, et Valdemar le héros parfait. Les historiens modernes apportent plus de nuances. Ils notent que les 3 rois étaient probablement tous aussi ambitieux et impitoyables les uns que les autres. La guerre civile n'opposait pas le bien au mal, mais 3 factions rivales cherchant le pouvoir. Sven a simplement poussé la brutalité un cran trop loin en violant les règles de l'hospitalité. Certains chercheurs suggèrent que Valdemar n'était peut-être pas aussi naïf qu'il le prétend. Aurait-il pu soupçonner les intentions de Sven et venir préparer? Absalon, son fidèle compagnon, était certainement sur ses gardes. La facilité avec laquelle il s'échappe suggère peut-être qu'ils avaient planifié une sortie de secours. D'autres débattent du rôle de Knut. Pourquoi est-il venu au festin alors qu'il se méfiait de Sven?
Était-ce vraiment juste la naïveté de Valdemar qui l'a convaincu? Ou Knut avait-il ses propres raisons de vouloir rencontrer Sven, espérant peut-être le trahir lui-même? Ces questions resteront probablement sans réponse définitive. Les sources médiévales sont limitées et biaisées. Nous voyons ces événements à travers le prisme des chroniques commanditées par les vainqueurs. Ce qui reste indiscutable, c'est l'impact du festin de sang de Roskilde sur l'histoire danoise. Cet événement met fin à une décennie de guerre civile destructrice. Il permet l'émergence de la dynastie des Valdemar qui dominera le Danemark pendant plus d'un siècle. Il lance la croisade baltique qui transforme le Danemark en puissance régionale. Il crée la stabilité politique nécessaire pour le développement économique et culturel. Sans la nuit du 9 août 1157, Copenhague n'existerait peut-être pas. Le Danemark pourrait être resté fragmenté et faible, proie facile pour ses voisins plus puissants. La Baltique aurait peut-être été dominée par les princes allemands plutôt que par les rois scandinaves. L'histoire aurait pris un cours différent. Mais cette nuit-là, à Roskilde, quand Sven a donné le signal à Detlev, quand la dague s'est enfoncée dans le corps de Knut, quand Valdemar a renversé les candélabres et fui dans les flammes, le destin du Danemark s'est joué en quelques minutes de violence brutale. C'est pour cette raison que le festin de sang de Roskilde mérite d'être rappelé et étudié, non pas comme une simple anecdote sanguinolente du Moyen-Âge barbare, mais comme un moment charnière où les ambitions personnelles, les rivalités dynastiques et les contingences du hasard se sont combinées pour façonner l'histoire d'une nation. Un festin organisé pour célébrer la paix est devenu le théâtre d'un massacre. Un acte de trahison a déclenché une chaîne d'événements menant à l'unification d'un royaume. Un homme fuyant pour sa vie est devenu le fondateur d'une dynastie glorieuse. C'est la trame dont l'histoire est tissée. Violence et triomphe, trahison et vengeance, chaos et ordre. Le 9 août 1157 reste gravé dans la mémoire danoise comme le jour où un roi a tenté de massacrer toute sa famille à table et où un autre roi a survécu pour transformer son royaume en puissance. Les tables de Roskilde ont été tachées de sang cette nuit-là, mais de ce sang a émergé un Danemark unifié et fort. C'est l'héritage du festin de sang de Roskilde, un meurtre qui a créé une nation.